Avril 1945, Camp Florence, Arizona. Le soleil du désert cognait comme un marteau. Greta Hoffmann, 22 ans, descendit du camion de transport, les poignets encore marqués par les cordes, prête à affronter la cruauté qu'on lui avait promise toute sa vie. Garde sauvage, ration de famine, humiliation publique. Les derniers mots de sa grand-mère résonnaient. « Meurs avec honneur, ne les laisse pas te briser. » Mais quand la cloche du dîner sonna le premier soir, Greta se figea. Sur le plateau en fer blanc, devant elle, trônait une épaisse tranche de rôti de bœuf, de la purée dégoulinante de beurre, des haricots verts, un petit pain tout juste sorti du four, des pêches au sirop. Elle murmura, incrédule, « Ça, c'est la nourriture des prisons américaines. » Une prisonnière plus âgée lui arracha la fourchette des mains. « N'y touche pas, c'est empoisonné. » Mais à cet instant, le lieutenant Sarah Tanaka s'assit en face d'elle, posa son plateau strictement identique au leur, découpa sa viande et en prit une bouchée. Convention de Genève. Même ration que les troupes américaines. Tout ce qu'on avait appris à Greta n'était qu'un mensonge. Et ce seul repas allait faire voler en éclats tout son monde. Le désert avalait les sons. Ce fut la première chose que remarqua Greta Hoffmann quand le moteur du camion se coupa et que la ridelle tomba avec un bruit métallique. Pas de chant d'oiseaux, pas de vent, seulement la chaleur qui pesait comme un poids physique et transformait l'air en verre. Elle posa le pied sur la terre d'Arizona, les poignets encore brûlés par les cordes du voyage, clignant des yeux sous une lumière si vive qu'elle semblait une punition. 22 ans, et certaine de marcher vers sa mort. Les autres femmes descendirent d'où derrière elle, 12 au total. Infirmières, employées administratives, opératrices radio comme elle. Capturées en différents endroits, passées par différents camps, mais toutes avec la même posture rigide, dos droit, menton levé. Les filles du Führer, dressées à mourir avec dignité, plutôt que supplier des sauvages. La grand-mère de Greta lui avait agrippé le visage à la gare de Munich 3 mois plus tôt. Doigts comme des serres. Ils vont te faire mourir de faim, te battre, te parader dans les rues, pour s'amuser. Ne les laisse pas te briser. Meurs avec honneur. Elle avait cru chaque mot. Mais la femme qui s'avançait maintenant portait un uniforme impeccable avec des barrettes de lieutenant et tenait un presse-papier au lieu d'un fusil. Américaine d'origine japonaise, comprit Greta en un éclair. Cheveux noirs sévèrement tirés, visage aussi neutre qu'une pierre taillée. Elle s'arrêta à 3 pas et dit en allemand parfait « Je suis le lieutenant Sarah Tanaka, bienvenue au camp Florence. Suivez-moi pour l'enregistrement. Pas de cris, pas de chiens, pas de mains levées pour frapper. » Les femmes échangèrent des regards, la confusion ondulant dans le groupe comme le vent dans les blés. Greta sentit sa poitrine se serrer. Ça ne pouvait être que du théâtre. Le calme avant l'horreur véritable. L'enregistrement dura 1 heure. On leur attribua des lits dans une baraque en bois qui sentait la sève de pin et la poussière. Greta fixa le mince matelas de son châle, le premier vrai lit qu'elle touchait depuis des semaines, et sentit sa gorge se nouer. Un pain de savon ivory était posé sur l'oreiller, blanc et propre comme un mensonge. Elle le prit, le retourna dans ses mains, attendant qu'il se dissolve en cendres. « Où sont les fouets ?» chuchota Anna Schultz, la plus jeune, 19 ans, la voix brisée. « Où sont les chiens ?» Personne ne répondit. Tout le monde se posait la même question. La cloche du dîner retentit à 18 heures. Greta entra dans le mess avec les autres, épaules crispées, prête à recevoir une soupe claire ou du pain moisi. L'odeur la frappa comme un coup de poing. Viande rôtie, levure, beurre, vrai café. Son estomac se contracta si fort qu'elle faillit se plier en deux. Jimmy Mueller, sergent du mess, se tenait derrière la ligne de service, louche à la main et sourire détendu. Il dit quelque chose en anglais qu'elle ne comprit pas, puis désigna les plateaux. Greta tendit le sien, main tremblante. Il le chargea généreusement. Une épaisse tranche de rôti, de bœuf rosé au centre, purée avec une noix de beurre qui fondait en or, haricots verts, un petit pain fumant, pêche au sirop lourd. Greta fixait. Ses mains ne cessèrent de trembler.
Ça, c'est la nourriture des prisons américaines, souffla-t-elle en allemand, presque inaudible. Liesel Weber surgit à son coude, 38 ans, dure comme l'hiver, ancienne auxiliaire SS qui aboyait des ordres depuis le transport. Elle lui arracha la fourchette des mains. Le couvert claqua sur le sol. « N'y touche pas », siffla Liesel. « C'est empoisonné. Ils veulent nous faire croire qu'on est en sécurité. » Elle passa un doigt sur sa gorge, geste net et définitif. « Ils jouent avec nous, ils nous testent. La vraie punition viendra plus tard. » Le pouls de Greta battait dans ses tempes. Ça tenait debout. Bien sûr que ça tenait debout. Tout ce qu'on lui avait appris disait que les Américains étaient barbares, rancuniers, cruels. On ne donnait pas de steak à ses ennemis à moins de les engraisser pour l'abattoir. Mais alors le lieutenant Tanaka s'assit en face d'elle. Elle posa son plateau strictement identique jusqu'au dernier haricot vert, découpa sa viande avec une précision calme, prit une bouchée, mâcha, avala, croisa le regard de Greta et dit dans le même allemand posé « Convention de Genève, article 26. Les prisonniers de guerre reçoivent la même ration que les troupes de la nation qui les détient. Vous pouvez vérifier le rapport de la Croix-Rouge si vous voulez. Il est affiché dans la baraque. » Le monde entier de Greta bascula sur son axe. S'ils avaient menti sur la nourriture, sur ça, qu'est-ce qui n'était pas un mensonge? Cette nuit-là, bien après l'extinction des feux, Greta sortit le morceau de bœuf froid qu'elle avait gardé dans sa manche comme un objet interdit. Elle le porta à sa bouche dans l'obscurité, sentant le regard de Liesel depuis l'autre côté de la pièce. Ça avait le goût de la trahison. Ça avait le goût de la vérité, et elle ne put retenir les larmes qui suivirent. À la fin de la première semaine, Greta avait gagné 360 $ en monnaie de camp. Elle tenait les vouchers en papier fin dans sa paume comme s'ils allaient s'évaporer. Le travail n'était pas dur. Lessive, transporter les uniformes mouillés des lave-linges industriels jusqu'aux cordes à linge qui traversèrent le camp, mains rougies par l'eau chaude. 8 heures par jour, 80 centimes par jour. Le calcul semblait absurde. Le samedi à la cantine, elle acheta du dentifrice Colgate en tube métal, du papier à lettres, un crayon. Elle resta plantée au comptoir, touchant chaque objet comme s'il pouvait la brûler, attendant qu'on éclate de rire et les lui arrache. Mais l'employé, un caporal ennuyé, prit simplement sa monnaie et la congédia d'un geste. Anna acheta des cigarettes. Elle ne fumait pas, mais serrait le paquet comme un talisman. Preuve que cette réalité étrange n'avait pas encore disparu. Greta observait désormais le lieutenant Tanaka sans relâche, l'étudiant comme on étudie une porte verrouillée pour en trouver le mécanisme. Sarah se déplaçait dans le camp avec une efficacité mécanique, presse-papier toujours en main, appliquant le règlement avec la même constance plate, que l'infraction soit mineure ou grave. Jamais de voix haute, jamais de favoritisme. Quand un garde tenta de priver une prisonnière de son dessert, pour rire, Sarah le muta à la garde de nuit pendant 1 mois. Quand Liesel thésaurisa du pain dans son caisson, Sarah le confisqua sans un mot et consigna l'incident en 3 exemplaires. Ce que Greta ne comprenait pas, c'était la retenue. Sarah aurait dû les haïr, aurait dû vouloir les faire souffrir. Ses parents étaient internés dans un camp en Californie. Son frère était mort au combat en Italie pour prouver sa loyauté à un pays qui enfermait quand même sa famille. Pourtant, elle était là, appliquant la Convention de Genève comme une écriture sainte, traitant des femmes ennemies avec un soin plus troublant que n'importe quelle cruauté. Un soir, Sarah trouva Greta seule dans la baraque, fixant une feuille blanche. Les autres étaient allés au foyer voir un film, mais Greta n'avait pas pu s'y résoudre. « Blocage de l'écrivain ?» demanda Sarah en allemand, accent précis et curieusement formel. Greta sursauta. « Je ne sais pas quoi dire à ma famille, si elle existe encore. » Elle ne put finir. « La vérité est généralement un bon début, » répondit Sarah. « La vérité, c'est que je suis mieux traitée ici que je ne l'ai jamais été chez moi. Je mange du steak pendant qu'eux crèvent de faim. » Comment écrire ça? Sarah resta longtemps silencieuse, puis sortit de son sac un petit dictionnaire allemand-anglais à la couverture usée et le posa sur le lit de Greta. « J'ai pensé que tu voudrais peut-être lire la Convention toi-même, article par article.
Ce n'est pas de la pitié, c'est la loi. Il y a une différence. Greta prit le dictionnaire avec lenteur. Pourquoi vous faites ça? Faire quoi? Nous traiter comme des êtres humains. L'expression de Sarah ne changea pas, mais quelque chose bougea derrière ses yeux. Parce que la loi dit que vous l'êtes, et que dès l'instant où j'arrête de la respecter, je deviens ce contre quoi je me bats. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Ta famille voudrait savoir que tu es en vie. Écris ça d'abord. Le reste peut attendre. Après son départ, Greta ouvrit le dictionnaire. Les pages sentaient l'encre et le vieux papier. Elle commença par les bases. Hello, thank you, please. Mais se retrouva attirée par d'autres mots. Retenue, justice, miséricorde. Elle les prononça à voix basse, testant leur forme dans sa bouche. À la fin de la 2e semaine, elle commença à enseigner l'anglais aux plus jeunes, contre leur ration de dessert. Anna fut sa meilleure élève, absorbant le vocabulaire à une vitesse effrayante. Même Liselle vint une fois, restant au fond, bras croisés, écoutant sans jamais participer. « Pourquoi tu apprends leur langue ?» exigea Liselle une nuit dans le noir. Greta ne répondit pas tout de suite. Elle pensa au dictionnaire, à la gentillesse mécanique de Sarah, qui faisait plus mal que la cruauté, au steak qui avait goût de trahison. « Parce que je veux comprendre ce qu'ils disent, » répondit-elle enfin, « quand ils nous expliqueront pourquoi. » Il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a qu'à attendre de rentrer chez nous. Mais Greta n'était plus sûre de ce que « chez nous » signifiait, ni s'il restait quelque chose à retrouver. 3 mois passèrent comme de l'eau entre les doigts. Greta apprit à dormir sans se réveiller en sursaut, à manger sans vérifier d'abord si la nourriture était empoisonnée, les mots anglais pour lever de soleil, café, bonjour, et à les dire à Jimmy Mueller quand il lui tendait son petit déjeuner avec le même sourire doux. Le camp s'installa dans une routine. Corvée, appel du courrier, loisirs du soir, jusqu'au jour où le lieutenant Tanaka rassembla toutes les femmes et les fit marcher jusqu'au petit théâtre du camp sans explication. Sarah se tenait devant, visage de pierre. Le jour de la victoire en Europe a eu lieu il y a 2 semaines, dit-elle en allemand sans aucune inflexion. La guerre est finie. L'Allemagne a capitulé. Ce que vous allez voir sont des actualités filmées lors de la libération des camps de concentration par les Alliés. Vous regarderez tout. Personne ne sortira avant la fin. Les lumières s'éteignirent. Le projecteur s'alluma. Bergen-Belsen apparut d'abord. Montagne de corps squelettiques empilés comme du bois de corde. Prisonniers vivants semblant des cadavres animés. Soldats britanniques portant des masques contre la puanteur. Bulldozers poussant les morts dans des fosses non-huttes communes parce qu'il y en avait trop pour les enterrer autrement. Puis Dachau, Buchenwald, Auschwitz. Greta tint 15 minutes avant de se lever et de sortir en titubant par la porte latérale, main sur la bouche. Elle vomit violemment dans le sable du désert jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, puis continua, son corps essayant d'expulser quelque chose qu'on ne peut pas vomir. Elle n'entendit pas Sarah arriver. « Tu savais ?» demanda doucement Sarah. Greta essuya sa bouche tremblante. « Non, je ne savais pas. On ne savait pas. Je n'ai jamais vu ça. J'étais juste opératrice radio. Je transmettais des messages et des coordonnées. » Mais j'aurais dû poser des questions. J'aurais dû me demander pourquoi tant de trains, tant de camps. Sarah resta longtemps silencieuse. Puis, mes parents ont perdu leur épicerie à San Francisco. Tout ce qu'ils avaient construit en 30 ans disparut en 1 semaine. Mon frère s'est engagé pour prouver qu'il était un vrai Américain. Il était mort à Anzio, balle dans la poitrine, drapeau sur le cercueil. J'avais envie de vous haïr toutes. J'avais envie que vous souffriez, comme ma famille a souffert, comme ces gens dans les camps ont souffert. Elle leva les yeux vers les étoiles qui apparaissaient. Mais la loi dit que vous êtes humaine. Alors j'ai dû agir comme si c'était vrai, même quand je ne le ressentais pas, même quand tout en moi voulait. Elle s'arrêta, déglutit difficilement. La retenue n'est pas de la bonté. C'est la seule chose qui sépare la civilisation de ça. Elle désigna le théâtre où le projecteur tournait encore. 2 semaines plus tard, les femmes organisèrent un concert dans le foyer. Quelqu'un avait déniché un vieux piano droit.
Sarah joua mal, riant de ses fausses notes, pendant que les Allemandes chantaient les chansons folkloriques de leur grand-mère. Rien de politique, juste des montagnes, des rivières, des saisons qui changent. Même Liselle s'adoucit ce soir-là, sortant les photos de ses enfants, mains tremblantes. Pendant une heure étrange, elles ne furent ni prisonnières ni gardiennes, juste des femmes qui essayaient de se rappeler ce que ça faisait d'être humaine. Greta écrivit une nouvelle lettre. Elle en avait écrit des dizaines, jamais de réponse. Elle la plia soigneusement. « Je suis en vie. On me traite bien. J'espère que vous serez vivant pour lire ceci. » 3 jours plus tard, l'enveloppe Croix-Rouge arriva. Trop mince. Sa mère et son petit frère morts dans le bombardement de Dresde. Son père disparu dans l'avance soviétique. Sa grand-mère pendue dans la remise 2 jours après la capitulation, incapable d'affronter la ruine de tout ce en quoi elle avait cru. Greta rangea la lettre sous le dictionnaire, s'allongea et fixa le plafond, ne ressentant absolument rien. Le rien dura 3 jours. Elle cessa de manger. Jimmy Mueller s'approcha, inquiet. « Il faut manger quelque chose, mademoiselle, s'il vous plaît. » Cette nuit-là, Liselle la coinça. « Je t'avais prévenu. Ils t'ont nourri pendant que ta famille crevait. Ils t'ont rendue traîtresse. » Quelque chose se brisa en Greta. Elle se jeta sur Liselle, poings en avant, hurlant des mots sans suite. Elles s'écrasèrent contre un lit. Anna et d'autres les séparèrent. Les gardes arrivèrent, traînèrent à Greta en isolement. 3 jours dans une cellule en béton, un lit de camp, un seau, rien d'autre. Le 3e jour, Sarah vint s'asseoir par terre devant les barreaux. « Tu n'as pas choisi d'être capturé. Tu n'as pas choisi d'être nourri. Mais tu peux choisir ce que tu fais, du fait que tu aies survécu. On va avoir besoin de ponts, entre langues, entre ennemis, entre le monde d'avant et celui qui vient. Tu peux être ce pont ou te laisser bouffer par la culpabilité. Dans les 2 cas, ta famille n'est pas morte, et toi, tu es toujours là. » Ils la relâchèrent un mercredi matin. Elle revint à la baraque, mâchoire encore douloureuse, et trouva les autres qui préparèrent le rapatriement. La plupart avaient peur. Anna pleurait. Il n'y a plus rien là-bas, juste ruines, faim et soldats russes. Ici au moins, on est humaine. Liselle, à la fenêtre. On aurait dû rester prisonnière. C'est le seul endroit sûr qui nous reste. 1 semaine plus tard, Sarah lui tendit une enveloppe. Une mère allemande, réfugiée à Tucson, cherchait sa fille disparue. « J'ai dit que tu pourrais peut-être aider. » Greta traduisit la lettre, ajouta des notes précises. 2 jours après, une autre lettre, puis une autre. Le bouche à oreille avait fonctionné. Il y avait une prisonnière allemande, au camp Florence, qui savait traduire et naviguer dans la bureaucratie. Greta traduisit, écrivit, remplit des formulaires. Petit geste dérisoire face à l'océan de souffrance, mais réel. Un soir, Sarah lui apporta une réponse. La mère de Tucson avait retrouvé sa fille près de Stuttgart. Greta lut la lettre de remerciement 3 fois, puis plaqua sa main sur sa bouche pour étouffer le sanglot. Une personne. Un fil retissé dans l'immense tissu déchiré de l'Europe. 2 semaines avant le rapatriement, une déléguée de la Croix-Rouge vint recruter du personnel germanophone pour les camps de personnes déplacées. Greta leva la main. Liselle la regarda. « Tu choisis encore eux. »« Non, » répondit Greta doucement. « Je choisis les gens qui ont besoin d'aide. Ça inclut les miens. Ça inclut tout le monde. » La veille du départ, on leur demanda de signer une déclaration sur leur traitement. Liselle refusa. Greta prit un stylo et écrivit en anglais soigneux. « J'étais venu en m'attendant à la cruauté. On m'a donné du steak, je m'attendais à la sauvagerie. On m'a donné la loi. Je ne comprends pas encore la miséricorde, mais je l'ai vue. Je passerai le reste de ma vie à apprendre à la transmettre. » Elle signa, tendit le papier à Sarah, qui le lut sans expression, puis leva les yeux et soutint longuement son regard. « Bonne chance », dit simplement Sarah.